Donc, je vais vous parler de l'inclusion financière dans un contexte de digitalisation. How does it work, please? Because I'm pushing and it doesn't change. Okay, I think it's okay. Voilà. Donc tu lui dis next et puis il le fera à distance. Ah oui, ok. D'accord. Donc, en ce qui concerne l'inclusion financière, je voudrais d'abord qu'on ait une petite pensée pour Monsieur Mahmoud Hamouda, que je remplace et qui n'a pas pu venir du fait des troubles qu'il y a en Libye. Donc, une petite pensée pour lui et pour sa famille, que l'on prie pour que tout se passe bien. Voilà. Donc, ok. Donc, qu'est-ce que c'est que d'avoir l'inclusion financière? Je vais me lever, ce sera plus simple. L'inclusion financière, dans la situation actuelle, en fait, nous avons énormément recours à la monnaie fiduciaire, de l'argent liquide. Et nous avons également recours aux services financiers informels qui sont très risqués, tels que les tontines et les prêts usuriers. OK ? Alors, ce que l'on cherche actuellement, c'est faire entrer dans le processus de bancarisation les entreprises, les ménages qui en sont exclus et qu'ils aient accès à des opérations basiques, un compte bancaire, des services associés. Elle va donc consacrer cette inclusion, le passage de la monnaie fiduciaire à la monnaie scripturale. À terme, d'ailleurs, on peut même penser qu'un jour, la monnaie fiduciaire disparaîtra complètement. C'est déjà le cas dans certains pays scandinaves. C'est également en train d'arriver en Chine, où l'essentiel des paiements se fait par de compte à compte désormais. Alors, l'inclusion financière sécurise l'épargne, qui n'est ainsi plus détenue à domicile, où elle peut être entre autres volée, mais et elle permet également d'avoir accès au crédit et à des mécanismes d'assurance. Le marché est immense. Il peut présenter jusqu'à 10 fois le nombre de comptes normaux dans une banque. On a fait des statistiques et on a pu constater, ce qui est tout à fait logique puisque l'on est dans un contexte où c'est la monnaie fiduciaire qui marche et où il y a souvent moins de 25% de taux de bancarisation. Alors, les différents services qui peuvent être rendus sont les suivants. Oh là là. Next, please. On a d'abord les services basiques, tels que la tenue de compte de dépôt et de retrait, et les transferts qui sont très très importants en Afrique, dans tous les sens. Nous avons les transferts internationaux, nous avons les transferts entre les villes et les villages, pour lesquels d'ailleurs il y a souvent une organisation très complexe qui doit être mise en place. Nous avons également les transferts des migrants directement vers les villages. J'ai travaillé personnellement sur un mécanisme de transfert de ce type au Mali. Il s'agissait de transférer des fonds entre la banlieue parisienne et tous les villages des alentours de Caille, et on a eu recours justement à ces systèmes de digitalisation. On a ensuite des services qui sont plus avancés. Ce sont les services de paiement et de règlement des factures, par exemple, et de paiement des salaires. Et on a évidemment le haut de gamme, qui consiste à préserver l'épargne, la faire fructifier, et accéder au crédit. On peut également avoir recours à des systèmes d'assurance, et il y a deux domaines qui sont très importants à ce sujet. Vous avez l'assurance maladie, qui touche l'ensemble de la population, et vous avez également l'assurance contre les récoltes. On a tendance à dire qu'en Afrique, les gens n'ont pas cette culture d'assurance. Personnellement, je pense que c'est faux pour les paysans. Si les paysans leur expliquent
correctement qu'on peut les garantir, les couvrir pour les risques concernant les récoltes mauvaises, je ne pense pas qu'il y ait un paysan, si le taux est modique, qui va refuser. Parce qu'il sera sûr d'avoir, quelle que soit l'année, un revenu correct. Next, please. Alors, le système repose en fait sur 3 éléments. Vous avez d'abord, au niveau d'une banque, il lui faut qu'elle ait une application qui soit dédiée à cette inclusion financière. Elle transmet, elle duplique cette application, comme cela se fait partout, au niveau de chacune de ces agences. Et c'est là qu'intervient le grand changement. Le premier changement, c'est qu'autrefois, vous aviez le personnel des banques qui restait dans les agences et on ne faisait des visites clientèle que pour les gros clients. Maintenant, on a du personnel des agences qui se déplace vers une nouvelle clientèle cible. Au Sénégal, on a un système qui s'appelle Manco, qui a été mis en place par une banque dont je ne voudrais pas le nom pour ne pas faire trop de publicité, mais et qui consiste à avoir des agents qui, à moto, circulent dans la ville et puis vont partout où cela peut se faire. Donc, il y a un grand recours également aux agences des sociétés de télécommunications. En fait, en réalité, ce sont les agences, ce sont les sociétés de télécommunications qui ont entrepris la bancarisation et non pas les banques. Ce sont elles qui ont mis en place des systèmes et les banques en fait ont suivi. Il y a également un intermédiaire auquel on peut recourir, on n'y recourt pas assez, c'est les bureaux de poste. À mon avis, les bureaux de poste peuvent trouver une seconde vie avec cette inclusion financière. Il y a les stations d'essence, les épiceries, ou alors certains commerçants désignés. Je vous parlerai du point concernant les commerçants de manière plus détaillée, parce que ce sera l'exemple que je vais utiliser. Et nous avons également des notables. Bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des agences, et en dessous de ces agences, nous avons ensuite maintenant ce qu'on appelle des tiers de confiance, qui vont, et ça c'est la grande nouveauté au niveau donc de l'inclusion financière, ces tiers de confiance sont ceux qui vont permettre cette inclusion. Next, please. Alors, donc, je vous avais dit, nous avons la banque avec son application, nous avons les agences et nous avons ces tiers de confiance. Bon. Alors, l'agent, quand c'est lui qui va directement voir les populations à bancariser, ou le tiers de confiance, doit avoir une tablette. Et cette tablette, à l'intérieur de cette tablette, il y a donc l'application qui va servir pour ces tiers. Alors là, j'ai écrit qu'il faut qu'il y ait un mobile, que le client ait un téléphone mobile. C'est pour faire court en fait. Mais en réalité, on n'a même pas besoin d'avoir un téléphone mobile. Tout ce dont on a besoin, c'est d'une puce. Il suffit que la personne ait une puce et qu'avec le tiers de confiance, la confiance soit là et qu'il ait, lui, un appareil où la personne peut se servir de cette puce. La puce, en fait, va vous servir la puce va fonctionner exactement comme une carte de crédit. On fait ces opérations et toute opération est validée par la réception d'un SMS. On reçoit un SMS, on est sûr. Bon, si on manipule assez bien, il n'y a pas de problème. Si on ne manipule pas, il y a ce tiers de confiance. Bon, alors on voit bien que l'inclusion va être facilitée maintenant avec la jeunesse de la population en Afrique. L'essentiel de la population en Afrique a moins de 30 ans et nos jeunes, mes enfants personnellement, peut-être bientôt mes petits-enfants d'ailleurs, parce que mes enfants sont déjà d'un certain âge, on n'aura aucune difficulté avec... ils utilisent ces nouvelles technologies et donc plus le temps va passer,
Donc dans une dizaine d'années, je pense que le problème ne se posera plus. Disons que la peur qu'il y a aura totalement disparu. OK, next please. Bon, cette nouvelle approche nécessite à ce que les banques soient totalement réorganisées. Next, please. Alors, la réorganisation s'effectue au niveau du personnel, au niveau informatique et au niveau organisationnel. Au niveau du personnel, la relation client doit être organisée différemment. Dans le schéma traditionnel, comme je vous l'avais dit, c'est le client qui se déplace vers la banque. Dans ce nouveau schéma, c'est la banque qui se déplace vers le client. Alors, il faut tout d'abord convaincre le client de l'intérêt pour lui d'entrer dans le processus d'inclusion financière avec les avantages qu'il peut en tirer. Limitation des déplacements. Dans l'exemple que je vous prendrai tout à l'heure, vous verrez, par exemple, quand il s'agit d'un commerçant, un commerçant, il touche des fonds, il reçoit des fonds. S'il doit laisser son activité pour aller à la banque, bon, pour lui, c'est une perte. Là, si le tiers de confiance est juste à côté, bon, il n'a plus aucun problème, il réussit tout de suite à se défaire de ses fonds. Alors, il y a également la sécurisation de l'épargne. L'épargne, on n'a plus besoin de la conserver sous forme liquide. L'épargne sous forme liquide est l'objet de drames réguliers en Afrique. Je ne compte pas le nombre de marchés qui ont brûlé, mais moi j'ai une autre expérience. J'ai travaillé à la BCAO pendant 15 ans et je dirigeais l'agence de Ziguinchor. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai vu des gens venir avec de l'argent qu'ils avaient mis dans ce qu'on appelle les canaries. Bon, ça va peut-être poser un petit problème pour les traducteurs. Ce sont des espèces de fûts. Et l'argent avait été mangé par les termites. C'est-à-dire qu'ils ne ramenaient plus de l'argent que l'on peut coller, mais ils nous ramenaient un amas de... Voilà. Et donc, c'est des gens qui ont perdu leur fortune. Et évidemment, pour leur expliquer ça, c'était un peu compliqué, qu'on ne pouvait rien faire. Donc, on sécurise l'épargne et on lui apporte un intérêt. Next, please. Avec ce système, on peut également avoir accès au crédit bancaire, mais suivant une nouvelle approche. C'est-à-dire, traditionnellement, vous venez, on vous demande si vous êtes un particulier. Bon, on regarde comment vous fonctionnez, on regarde qui est-ce qui vous paye pour s'assurer qu'il y a des fonds qui rentrent régulièrement. Et si vous êtes une entreprise, on vous demande votre comptabilité. Bon, tout le monde sait qu'en Afrique, les comptabilités, déjà des grandes entreprises, elles ne sont pas toujours sûres. Et les petits commerçants n'en ont pas. Là, nous avons plutôt une appréciation qui est faite à partir des mouvements de compte. On regarde les mouvements de compte. On a déterminé différents types de profils, le bon client, le mauvais et le client intermédiaire pour faire court. Et suivant donc la façon dont fonctionne votre compte sur une période, disons, de 6 mois, on peut vous mettre dans une catégorie et sur cette base, vous prêter. Bon. Alors vous savez qu'un commerçant à qui on peut prêter de l'argent, bon, il peut faire grossir le gâteau sur lequel il est en train de travailler. Et donc, ça change tout à fait les perspectives de son activité. Et il y a, comme je le disais également, l'accès au système d'assurance. Bon. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'il faut instaurer la confiance dans le système d'inclusion financière. Alors, on peut le faire par des campagnes de publicité notamment. Next, please. Avant de parler de la contrainte, je reste sur la confiance. Alors là, il appartient aux banques de faire de gros efforts dans leur dispositif de contrôle interne pour respecter les normes de contrôle interne. Dernièrement, j'ai été au courant d'une affaire qui s'est passée, tout simplement parce que la banque n'avait pas réagi comme elle aurait dû réagir. Vous avez une dame qui travaillait dans une banque que je ne citerai pas non plus le pays, et c'était la fille d'une grande commerçante.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à convaincre les dames qui travaillaient autour de sa mère de lui remettre les fonds et qu'elle tienne un compte à la banque. Effectivement, elle a pris les fonds et elle a ouvert un compte. Mais elle a ouvert le compte à son nom. Et elle s'en est servie comme d'une banque parallèle. Le pot rose a été découvert une fois qu'une cliente est venue et qu'elle était malade. Et là, on lui a dit, vous ne pouvez pas avoir votre argent. Elle a dit, mais non, moi j'ai posé mon argent hier. Bon, là, c'est la banque qui était fautive, parce que les règles de contrôle interne sont bien claires. Lorsqu'un agent sert d'intermédiaire, il doit être particulièrement surveillé. Et donc là, manifestement, l'agent n'avait pas été surveillé. Bon. Alors, la principale contrainte, en fait, il y en a les principales contraintes, vous avez l'électricité, évidemment, et l'accès à un dispositif de communication. Bon, pour le dispositif de communication, comme je vous ai dit, on n'a même pas besoin d'avoir un mobile, on a surtout besoin d'avoir un système où on peut rentrer une puce. Et je vous signale, la puce, bon, si on la perd, c'est pas bien grave. Il ne faudrait pas perdre les puces tous les jours, donc il faudrait mettre un système de petite pénalisation pour que les gens ne perdent pas les puces, mais si la puce est perdue, c'est pas grave, on peut toujours conserver puisque la puce, ce qu'il y a dans la puce se retrouve dans la mémoire de la banque. Bon, pour ce qui est de l'électricité, je pense surtout au village. Je suis personnellement totalement contre le fait qu'on aille dans des villages et qu'on électrifie les villages sans contrepartie. J'ai vécu, donc disons au Sénégal, j'ai vécu 6 ans en Casamance, et donc j'ai bien vu comment ça se passait autour. Lorsque vous faites un cadeau à un paysan, il n'en voit pas la valeur et il ne l'entretient pas. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des systèmes de réseaux décentralisés payants. Donc, et expliquer aux paysans, enfin, disons à tous ces gens diminués, que s'ils veulent avoir de l'électricité, il faut qu'ils conçoivent une activité rémunératrice. Et ça, des activités rémunératrices, il y en a énormément chez nous. Il y en a énormément chez nous. On peut même les aider, éventuellement, à concevoir ces activités. Mais disons, il faut arriver à lier le paiement de l'électricité à cette activité pour que la personne, en fait, fasse ce qu'il faut, et surtout que le village, par la suite, entretienne le réseau. Si on fait ça, on n'a plus aucun problème, on a l'électricité. Évidemment, il faut par contre que l'État intervienne, et c'est l'un des seuls endroits où il doit vraiment intervenir, c'est pour mettre suffisamment de relais pour qu'il y ait un bon réseau de communication. Voilà. Alors, ok, comme je vous le disais, évidemment, plus la population est jeune et plus le système est facile à mettre en place. Next, please. Ok. Alors, au niveau du contrôle interne, je vous avais parlé de la relation client. Au niveau du contrôle interne, il faut mettre en place, donc, il faut suivre tous les types de fraudes qui peuvent exister. Et ça, on a des bases de données qui indiquent quelles sont les fraudes. Et il faut mettre tout de suite en place les parades. Le dispositif de contrôle interne est quelque chose de particulièrement important dans les banques. Bon. Alors, au niveau organisationnel, le principal dispositif à améliorer est celui de la collecte et des retraits de fonds. Pour ça, je vous signale que nous avons quelqu'un dans la salle, Monsieur Ndiaye, qui est là. Monsieur Ndiaye, pouvez-vous lever 30 secondes, s'il vous plaît? Vous avez Monsieur Ndiaye, qui est un spécialiste de la sécurité des banques. En fait, il fait des convoyages de fonds. Il a une très grande entreprise, la Sagam, qui est d'ailleurs un des sponsors de cette manifestation. C'est bon. Et il a un dispositif qui est extraordinaire, qui est simplement ce que je suis en train de décrire, et je l'ai décrit sans savoir d'ailleurs qu'il avait déjà mis tout ça en place. Donc, alors le principal problème est celui de la sécurité, s'agissant de la collecte des fonds
et de leur retrait. La sécurité se pose à deux niveaux. Chez les tiers de confiance d'abord. Chez les tiers de confiance, dans les marchés notamment, les fonds doivent être entreposés dans des coffres ignifugés, c'est-à-dire résistants aux incendies. J'arrive pas à comprendre qu'apparemment on ne comprenne pas ça et qu'on continue à entendre que des gens ont perdu de l'argent dans les marchés parce qu'ils n'avaient pas de coffre ignifugé. Mais c'est arrivé, je crois que c'est arrivé au marché Petersen à Dakar il y a 3 semaines encore. Écoutez, la première fois que j'ai entendu qu'un marché avait brûlé, c'était il y a 40 ans. C'est quand même dommage. On a un autre problème qui se développe de plus en plus. Ça avait commencé en Côte d'Ivoire, mais maintenant ça arrive au Sénégal. Et à mon avis, ça va se développer tout simplement parce que la population augmente très fortement et les activités augmentent pas aussi vite. C'est les braquages. Il y a 15-20 ans, on ne braquait pas au Sénégal. Maintenant, vous avez des braquages, je dirais pas quotidiens, mais c'est relativement régulier. Donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est des systèmes de télésurveillance chez les tiers de confiance. Avec un système de télésurveillance chez le tiers de confiance, le braqueur, s'il sait qu'il ne peut rien faire, ben, il ne viendra pas. Next, please. Ok, oui, j'ai bientôt fini. Alors, les ouvertures des coffres doivent être réglementées. Il faut en fait pouvoir ouvrir les coffres à distance. Les convoyages de fonds doivent également être sécurisés. Ils doivent s'effectuer dans un environnement de digitalisation des fonds. Bon, je ne vais pas insister. Si vous avez besoin d'informations à ce niveau, vous pouvez toujours vous adresser à M. Ndiaye. Il vous expliquera exactement comment tout ça marche. Next, please. Voilà. Je vais aller rapidement sur le dernier point, inclusion, parce que j'ai déjà dit l'essentiel, l'inclusion financière. Je prends l'exemple de ces marchés traditionnels. Voilà. En fait, next please, il faut toujours trouver une porte d'entrée pour l'inclusion financière. Moi, j'ai choisi les marchés traditionnels. C'est par ça qu'on a commencé au Kenya. Mais une autre porte d'entrée, c'est par exemple les salaires, le paiement des salaires. En fait, il faut faire une analyse et regarder dans chaque pays par quelle porte rentrer. Bon. Pourquoi j'ai pris la porte des marchés traditionnels? Parce que ces marchés appartiennent à ce qu'on appelle la mésofinance, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très très mal servi pour le moment. Bon, nous avons pour les économiquement très très faibles la microfinance, nous avons pour les PME tout un ensemble de dispositifs, mais pour ces gens qui sont donc de la mésofinance, qui ont une activité mais qui n'ont pas énormément de moyens, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche un commerçant et qui sert de tiers de confiance et on lui remet la tablette et c'est lui qui gère avec le reste. Next please. J'ai bientôt fini. Oui. Ok. Voilà, ok. Donc, voilà, je vous ai à peu près tout expliqué. C'est pas la peine que je revienne dessus. Et dans le débat, nous allons détailler ça plus. Merci André pour cette excellente présentation qui est très riche et sur laquelle on va rebondir de toute façon.